en fait dans leurs projets, dans leurs besoins pour pouvoir simplement impulser leurs envies, leurs aspirations, leurs souhaits, tout cela à partir en fait de leurs constats, de ce qu'ils vivent en fait dans leur quartier, dans leur pays Martinique. Et donc du coup, Chemin d'avenir est né d'un constat partagé. C'est le statu quo dans lequel la Martinique est engagée depuis un certain nombre d'années. Et donc, on est enfermé entre deux blocs qu'on connaît, hein, d'un côté le MIM, d'un côté le PPM, et il fallait simplement se frayer un chemin d'avenir, pour reprendre le nom de l'association, pour pouvoir offrir finalement une nouvelle manière de faire, une manière aussi de pouvoir en fait faire ensemble les choses. Et c'est une belle aventure que nous partageons depuis ces quelques années. Et puis l'année dernière, avec le confinement, on a dû simplement réorganiser notre quotidien. On se voyait, on se retrouvait par le biais de Visio. Et donc, on s'est posé la question à un moment donné de savoir qui allait porter ce projet que nous écrivions tous ensemble avec tous les Martiniquais qui nous rejoignaient au fur et à mesure. Qui allait pouvoir en fait porter ce projet avec une garantie, c'est celle de respecter en fait l'identité, les contributions en fait des Martiniquaises et des Martiniquais. C'était pour nous un impératif. Et puis, on a bon gré, mal gré, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne l'a pas trouvé et on s'est dit, on le fera. On le fera, nous allons porter notre projet. Alors, on a laissé, alors pas de côté, mais en tout cas, on a organisé les choses. On a décidé ensemble de porter notre projet comme projet politique maintenant, et on s'est inscrit avec détermination dans les élections de la collectivité territoriale de la Martinique. Et donc, on s'est dit, allez, on y va, déterminé, c'est vrai, avec beaucoup, beaucoup de joie. Hein. On le fait avec beaucoup de joie, mais aussi avec, en fait, ce que nous sommes. Ce que nous sommes, ce que chacun est, ce que chacun apporte. Alors, c'est vrai que ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est peut-être pas évident, mais nous croyons véritablement que la nécessité de faire autrement, la nécessité d'avoir un nouveau discours, la nécessité aussi de respecter en fait nos valeurs qui sont la co-construction, la responsabilité locale, l'amour aussi de l'individu, l'amour de notre prochain. C'est vrai que ça manque beaucoup. On a délaissé en fait l'humain, le citoyen, pour pouvoir se focaliser sur cette soif du pouvoir, et on a dit stop. Et c'est ce qu'on entend aussi de plus en plus dans le cadre des réunions que nous avons, soit sur le format digital, soit chez les habitants. Et je crois vraiment en fait que le constat, il est partagé, que l'urgence de faire autrement, c'est maintenant. Et vraiment, en fait, je me réjouis de ces rendez-vous qui permettent justement de nourrir en fait notre réflexion avec vos contributions, mais aussi en fait qui renforcent notre détermination dans le projet d'avenir que nous voulons vraiment porter au niveau de la collectivité territoriale. Donc voilà, Chemin d'avenir, c'est une association de Martiniquaises, de Martiniquais réunis et qui portent vraiment au service du projet leur bonne volonté, leurs compétences et puis leur amour du pays, pour pouvoir en fait offrir aujourd'hui la démarche que Daniel, en tout cas, a accepté de conduire dans le cadre des élections. Voilà un peu, en quelques mots, ce qu'est Chemin d'avenir aujourd'hui. Merci Camille, quelques mots très très clairs en tous les cas. Ben, écoute Daniel, je vais vite te passer la parole sans plus tarder, dans le mot du candidat. Bien, merci Christelle. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de prendre ce temps pour partager avec nous donc, ce que nous avons à cœur vraiment de proposer à la Martinique, aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Alors ce soir, il s'agit dans un premier temps, et c'est une étape de plus dans nos échanges, de dévoiler un petit peu les différentes aspirations, comme on les a appelées,
Puisque quand on présente un programme, souvent, on est dans la déclinaison d'un certain nombre de choses qui vont être soit des axes, soit des orientations, enfin, qui renvoient à des réalités qui sont assez techno. Et nous, ce que nous disons, en fait, c'est que nous avons envie de proposer au pays un certain nombre de choses. Et c'est pour ça qu'on appelle ça nos aspirations. Alors, elles vont se décliner tout au long de nos échanges, semaine après semaine, mais ce soir, ce que j'ai envie de partager, après avoir échangé un peu avec nos équipes, là, c'est de partager ce qui fera un petit peu pour nous, donc, voilà, dynamique dans laquelle on va s'engager. Alors, ces aspirations sont au nombre de 5, et je vais juste vous les livrer comme ça. Alors, elles sont encore en cours d'écriture, donc ne vous arrêtez pas pour l'instant à tout ce qui est, comme on dit, wording, donc l'écriture, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière qui est essentiel. Donc, la première de ces aspirations, c'est une gouvernance publique qui accompagne et impulse. À l'occasion du débat, je dévoilerai un petit peu plus de choses, mais ce qui nous semble, c'est qu'il faut repositionner la gouvernance de la CTM autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bien évidemment le service que nous apporterons aux citoyens, et ensuite être une collectivité qui accompagne, non pas qui fait tout, toute seule, mais qui est là pour permettre à l'initiative de s'exprimer et de permettre qu'elle soit concrétisée, et qui impulse dans un certain nombre de domaines des éléments qui peuvent aller là aussi dans des sphères aussi variées que la recherche. Donc ça, et on le vit aujourd'hui dans cette crise sanitaire, il y a une vacuité à ce niveau-là. Impulser donc des initiatives citoyennes, partenariales, d'entreprises, faire en sorte qu'il y ait autour de cette gouvernance une vraie nouvelle dynamique qui soit proposée à la Martinique. La deuxième aspiration, c'est pour nous très fort, puisque c'est s'affirmer en tant que Martiniquais, parce que nous pensons que notre culture est le fondement de la construction du lien social et de notre ouverture au monde. Notre culture ne veut pas nous enfermer sur nous-mêmes, c'est ce lien avec l'universel et qu'elle doit tout fonder dans la co-construction de ce lien social. Qu'il s'agisse d'éléments purement artistiques, d'éléments purement pédagogiques, qu'il s'agisse d'éléments environnementaux, d'éléments économiques, c'est la culture parce qu'elle est notre patrimoine, elle est notre identité qui sera le socle, le fondement de la construction que l'on veut avec l'ensemble de cette réalité universelle. Donc ça, c'est l'aspiration numéro 2. L'aspiration numéro 3, c'est alors là, elle est très forte puisqu'on a pris du temps aussi pour la poser. C'est ce que nous avons appelé un nouveau contrat social. C'est faire en sorte qu'il y ait ici, pour les Martiniquaises et les Martiniquais, à travers l'éducation, à travers la formation, quelque chose qui soit au service de l'inclusion sociale, économique, professionnelle. On se rend compte que notre système est aujourd'hui orienté vers plutôt de l'exclusion et que nous voulons donc mettre à travers ce contrat social une nouvelle opportunité pour les Martiniquaises et les Martiniquais de travailler à l'inclusion. Et ça, c'est quelque chose qui est également pour nous très fort. L'aspiration 4, c'est tout ce qui est aménagement du territoire, mobilité, écologie, protection de notre environnement. Parce que nous le vivons tous. La Martinique aujourd'hui est un peu à la croisée des chemins et avec beaucoup de défis devant nous. Et ces défis-là sont des défis essentiels. L'écologie, parce que nous le vivons au quotidien et à travers tous les grands projets qui sont portés, le devenir de notre planète commence par chez nous, Bocaïnou, et que nous avons à proposer des initiatives, des éléments de comportement pour faire en sorte qu'il y ait à travers donc la défense aussi de ces éléments de patrimoine que sont la biodiversité et surtout donc notre environnement quotidien, notre mer, nos cours d'eau, voilà, tout ce qui est la réalité de notre quotidien et surtout avec un enjeu particulier, c'est l'aménagement du territoire parce qu'on voit qu'on est en train de mourir asphyxié par cette concentration autour je dirais, de l'hypercentre, là, notamment de la CACEM, et qu'il nous faut vivre notre pays à travers donc, un réaménagement qui permette à chacune des parties de notre territoire d'apporter à l'ensemble.
Et enfin, donc, le volet numéro 5 de nos aspirations, c'est cultiver ambition et innovation économique et prendre le pari de faire donc, de notre île une économie qui soit en transition, puisque nous savons que nous avons des réalités qui sont très empreintes toujours de cette réalité de comptoir colonial et que nous avons donc comme responsabilité de faire rentrer pleinement la Martinique à travers son développement économique dans une nouvelle ère qui va tutoyer tout ce que l'on connaît, bien évidemment donc les filières agricoles, les filières donc qui méritent d'être là structurées autour enfin, du savoir-faire et du génie martiniquais, mais sur nous, développer de l'activité dans ce qui est incontournable aujourd'hui, ce sont les transitions. Et nous les citons souvent, donc c'est la transition numérique, la transition écologique, la transition énergétique et bien évidemment climatique, qui sont autant d'éléments qui pour nous dépassent clairement la réalité un peu tubulaire dans laquelle on s'est souvent engagé, où on va parler un jour de pêche, un jour d'agriculture, l'autre jour, donc, pourquoi pas, de création d'activités. Nous voulons avoir une approche qui soit beaucoup plus cohérente et coordonnée autour de cette économie de transition. Donc voilà, en quelques mots, et nous avons juste voulu poser cela au débat et vous faire réagir, y compris parce que c'est aussi notre démarche à Chemin d'Avenir, accepter donc vos observations, vos remarques, vos critiques, vos propositions, puisque au final, ce que nous voulons porter donc à la connaissance et au partage de tous, c'est bien évidemment ce qui sera notre idéal pour le pays. Et notre idéal passe par ce partage, par ce temps dans lequel nous sommes et pour lequel vous aurez la possibilité, vous aussi, de faire partager vos ambitions, vos points de vue, vos coups de gueule, pourquoi pas, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc voilà, Christelle, en quelques mots, j'ai essayé d'être bref pour laisser vraiment la part au débat et prêt à participer avec vous à cet échange. Bien, merci Daniel. Donc, gouvernance publique, affirmation en tant que Martiniquais, nouveau contrat social, aménagement du territoire, ambition économique, autant de sujets qui font écho chez nous, qui nous parlent. Alors, du coup, je vais vous laisser la parole. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était votre moment. Donc, il faut absolument qu'on commence, que vous y alliez, que vous ne soyez pas timide, que vous osiez poser les bonnes questions à Daniel. Alors, du coup, pardonnez-moi, j'ai un petit souci technique. Alors, peut-être qu'on va commencer, Daniel, concernant donc, cette aspiration numéro 1, la gouvernance publique dans la pratique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Quels sont ses avantages par rapport à la gouvernance actuelle? Alors, très concrètement, parce que là aussi, je veux être concret, je pense qu'il faut retrouver du sens à ce qu'on appelle le service public. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a une insatisfaction majeure de tous ceux qui fréquentent la collectivité parce que les délais de réponse sont trop longs. Nous avons une autre réalité que je partage tous les jours, c'est que, et je reçois beaucoup de gens sur ça, il y a une telle réalité de manque de moyens et de souffrance au travail des collaborateurs qu'il nous faut le réinscrire dans un nouveau contrat entre les élus et l'administration. On ne pourra pas avoir une collectivité performante dans son service aux citoyens si la relation entre les élus et l'administration n'est pas refondée. Je pense que nous avons à cœur de pouvoir engager une vraie mise en place d'une vraie évaluation des politiques publiques. J'étais en réunion tout à l'heure à Bellefontaine. C'est illustrant, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la peine d'écouter ceux qui sont les destinataires de la politique publique. Nous avions des personnes qui parlaient notamment de l'accès donc à des accompagnements ou à des aides pour des personnes qui sont en situation de handicap. 1 an et demi de réponse, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, notre première différence, c'est la performance du service public. Ça, on ne peut plus tourner autour du pot. Notre collectivité n'est pas performante. Elle l'est d'autant moins qu'on a toujours cette dualité entre l'administration dite régionale et l'administration dite départementale de l'époque. La fusion n'a jamais été conduite à son terme et nous continuons à avoir deux entre guillemets, collectivités ou 2 administrations qui cohabitent. Mais, vous le savez, un escalier se nettoie par le haut. Donc, il nous faut de la cohérence entre
l'Assemblée et l'exécutif. C'est pour ça qu'il nous faut aujourd'hui revoir tout ce qui fonde la réalité de la relation entre les élus entre eux, ensuite entre les élus et l'administration. Et c'est à ce prix-là qu'on aura une collectivité tournée vers le public, tournée vers la satisfaction des besoins de nos citoyens. On ne peut pas avoir une collectivité qui tourne aujourd'hui autour d'elle-même et qui ne se préoccupe même plus de savoir si ce qui est posé correspond aux besoins et si ce qui est attendu est servi dans de bonnes conditions. Bien. Merci Daniel. Alors, je vais prendre les questions comme ça au fil de l'eau. Il y a une première question qui est posée. Donc, une fois élu, comment comptez-vous pratiquer l'inclusion? Alors, l'inclusion, c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que, d'abord, c'est un modèle qui a déjà été développé dans d'autres territoires que la Martinique. Voilà. La première des choses, c'est de faire en sorte que nous puissions faire accéder le plus grand nombre, et non plus dans des manières discriminatoires, aux réalités qui sont mises en œuvre par la CTM. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup de publics, si on prend l'exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid, beaucoup de publics n'ont eu droit à aucune aide. Donc, l'enjeu, c'est d'être dans une démarche où on va restaurer l'égalité dans l'accès aux aides publiques. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, on se rend compte que quand on pose une politique, par exemple, pour les jeunes, elle n'est pas destinée à faire autre chose que finalement vouloir aider les jeunes. Mais on se rend compte que dans le panel des aides qui sont aujourd'hui disposées, pour l'ensemble des Martiniquaises et des Martiniquais, il y a trop de catégories qui ne sont pas concernées. Je reçois beaucoup des personnes qui sont des seniors, voilà, et qui me disent aujourd'hui, en termes de formation professionnelle, par exemple, eh bien, il n'y a pas de dispositif qui s'adresse à des jeunes, enfin des jeunes seniors, j'ai envie de dire, qui sont en rupture de parcours professionnel. Vous savez, pour les plus de 50 ans, qui sont soit licenciés, soit concernés par une réorientation, eh bien, il y a souvent peu de dispositifs qui sont disponibles. Donc, inclure, c'est arrêter d'exclure. C'est mettre en place des dispositifs adaptés à chacune des catégories. Si on prend les plus jeunes, je me rends compte que les dispositifs de l'éducation nationale, j'y interviens professionnellement, sont dans une injustice flagrante. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui trop de discriminants qui viennent perturber le bon déroulement de la scolarité. Alors, bien évidemment, il y a tout ce qui relève des moyens des parents, donc tout ce qui relève des revenus. Donc, il y a des aides qui doivent être adossées aux revenus, mais on n'est pas égaux sur le territoire lui-même. C'est-à-dire que les jeunes qui sont dans le Nord Caraïbe n'ont pas les mêmes chances que ceux qui sont dans le centre. Donc, ça veut dire qu'il nous faut réfléchir à une carte, je dirais, des formations qui puissent réellement toucher, là aussi, égalitairement, tous les publics. Autre sujet qui mérite d'être posé en termes d'inclusion, c'est tout ce qui concerne l'accès à l'emploi. Parce qu'on se rend compte que nous ne sommes pas égaux non plus devant l'accès à l'emploi. Et que le rôle de la collectivité, c'est de pouvoir agir à la fois sur les compétences, mais aussi sur la territorialité des offres, de l'offre de formation, pour que l'on puisse… Je vais prendre un exemple. Comme ça, il y a quelque chose sur lequel on insiste. Je souhaite mettre en œuvre des choses qui touchera les publics sur tout le territoire. Trop d'appels d'offres aujourd'hui ne permettent pas des jeunes qui sont en recherche d'emploi, des seniors qui sont en recherche d'emploi, d'être en situation d'être concernés par le rapprochement que nous devons faire entre l'offre et la demande. Nous avons conduit il y a quelque temps, au niveau de la région, quelque chose qui a bien fonctionné, c'est de mettre en place ce qu'on avait appelé des brigades de personnes qui vont faire la mise en relation, ce que j'appelle l'accompagnement, entre les jeunes, les moins jeunes et les opportunités d'emploi et de formation. Ne croyez pas que les personnes peuvent rester chez elles, consulter éventuellement quand elles le peuvent sur Internet des offres et dire qu'elles vont être incluses. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche que si on met en place une réalité d'accompagnement, quelque chose qui sera effectivement en situation de faire ce rapprochement entre l'offre et la demande. C'est ça inclure. C'est ne plus considérer que les dispositifs sont juste présents
et qu'ils sont accessibles. Quand on voit que ça ne marche pas, il faut changer. Bien. Merci, Daniel. Écoute, il y a Ludo qui revient sur la première question concernant la gouvernance et il demande comment fait-on pour être sûr que la gouvernance reste publique dans la pratique? Que la gouvernance reste publique. Est-ce qu'il peut préciser la question, Ludo? Que la gouvernance reste publique. Ludo? Hello, hello. Ludo, est-ce que tu nous entends? J'ai compris, parce que j'ai vu le détail de la question, c'est ça? Ah non, c'est pas ça, c'était autre chose. Je voudrais juste avoir la précision, qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance publique? Parce qu'il s'agit d'une collectivité territoriale et que, bien évidemment, elle s'inscrit dans quelque chose qui est public. Mais je pense qu'il y a une question sous-jacente que je n'ai pas peut-être entendue ou perçue. Comment être sûr que le service public soit plus performant? D'accord, voilà. Là je comprends mieux. Donc, il s'agit en fait de l'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune évaluation des politiques publiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un enjeu, c'est de faire en sorte que, et de façon indépendante, en tout cas, c'est notre engagement. Et je pense qu'il faut le faire à deux niveaux. D'abord, mettre en place au niveau même de l'interne, au niveau donc de l'administration, de la collectivité, des logiques qui soient effectivement d'évaluation. Ça, c'est de l'évaluation interne. Ensuite, il faut que ceux auxquels se destinent les politiques publiques puissent être associés à l'évaluation des politiques qui les concernent. Donc, ça veut dire que l'engagement que nous prenons, c'est de créer un organisme indépendant qui ne serait pas assujetti à la gouvernance de la CTM, qui serait composé au moins de deux collèges, un collège d'experts et un collège de citoyens, qui aurait une possibilité d'autosaisine, de choisir librement les sujets sur lesquels ils seraient amenés à pouvoir porter une démarche et un regard, et garantir les moyens à cette instance indépendante de pouvoir choisir des consultants, des conseils qui mèneront librement la logique d'évaluation. Ce n'est qu'à vraiment, c'est à ce prix-là. Et je sais que beaucoup de politiques parlent de ça, mais ils n'en parlent pas comme nous en parlons. Il faut que cet organe soit indépendant. Et j'insiste aussi sur le rôle du CESESEM, donc l'organe consultatif qui avait remplacé le Conseil économique et social. Le CESESEM doit être un des outils qui pourrait être là saisi aussi et être un organe non pas seulement consultatif, mais qui aurait la possibilité, comme c'est le cas au niveau national, de proposer des choses à la collectivité librement. Parce que nous pensons aussi, alors sur ce sujet, je peux être assez long, mais je vais essayer de synthétiser. Si on veut que les politiques publiques soient efficaces, il faut donc faire de l'évaluation, mais aussi il faut inscrire le citoyen à la fois dans l'initiative, donc la possibilité de faire des propositions, à la fois en décision, avoir la possibilité d'organiser des référendums locaux comme la loi nous donne l'opportunité de le faire, ça n'a jamais été fait, et surtout donc, le volet évaluation qui permet d'avoir sur l'ensemble du segment initiative, décision, évaluation de la citoyenneté et de l'indépendance à tous les niveaux. Merci Daniel. Alors du coup Ludo, est-ce que ça te va? Est-ce que Daniel a répondu à ta question? Est-ce que c'est plus clair pour toi? Super. Alors j'ai Magali qui demande, elle dit quelles sont les 3 valeurs qui me permettront de voter et de faire voter pour la liste que tu conduis? Alors, les 3 valeurs, elles sont inscrites, alors je ne vais pas les inventer parce qu'elles sont inscrites dans notre charte. D'abord, c'est l'amour, et l'amour du pays, et l'amour de ceux qui le font. Deuxièmement, c'est la foi en l'avenir. Et la troisième, c'est le inscrire tout ce que nous faisons dans la co-construction. Dans notre groupe, alors il faut un leader, j'ai toujours dit ça, je veux bien être celui-ci, mais nous sommes engagés dans une démarche qui est collégiale, avec de la co-responsabilité,
avec vraiment de la co-décision et surtout de la co-construction. Donc, voilà les 3 socles sur lesquels nous avons construit notre démarche: l'amour du pays, vraiment quelque chose qui est la foi en l'avenir, et la 3e, c'est le co. Bien. Magali, ça te va? Donc, Magalou nous dit, bon, on voit bien que le principe du co ne fonctionne pas trop. Alors, comment s'en sortira, Daniel? Daniel, il ne s'en sortira pas seul, parce que sinon, il ne serait pas dans le co. Daniel s'en sortira avec son équipe, avec celles et ceux qui ont fondé le chemin d'avenir, ceux qui nous rejoignent et qui partagent cette ambition pour le pays. Parce qu'il me semble que nous avons aussi à réinventer quelque chose. Parce que ce modèle dans lequel nous sommes, il est pour nous toxique. Faire croire que nous pouvons fonctionner avec un homme providentiel, c'est terminé. Et nous, à Chemin d'avenir, nous n'en voulons pas. Et je ne serai pas celui-là. Nous avons à cœur, dans tout ce que nous faisons, d'être inscrits dans cette démarche où il y a la responsabilité en partage. Je vois quelques membres qui sont là, ils le vivent avec nous. C'est-à-dire que lorsque nous faisons des réunions, j'invite chacun à se positionner librement. Et la confrontation fait partie de notre ADN. Il n'y a pas un chef qui arrive et qui dit c'est comme ça. Donc, nous mettons en place entre nous des démarches de co. Alors, pour aller un peu plus loin, parce que nous pensons aussi que la réforme doit toucher la gouvernance. Il nous semble choquant que la liste qui va gagner ces élections puisse être à elle seule composer l'exécutif. Nous voulons et nous proposerons que l'exécutif soit organisé à la proportionnelle, que la représentation de l'Assemblée soit aussi retrouvée au niveau de l'exécutif. Parce que nous pensons que cet exécutif monocolore n'est pas une bonne chose pour le bon fonctionnement de la démocratie. Donc, il y a une majorité, il y a une ou des oppositions, elles doivent se retrouver à l'exécutif avec des responsabilités qui ne seront pas des strapontins ou des choses qui seraient, comment dirais-je, oui, anecdotiques. Voilà. Ok, merci. Alors, du coup, j'ai été un peu vite tout à l'heure et j'ai pas lu toute la question de Magali. Je te prie de m'excuser, mais je vais la relire. Donc, ça va permettre à Daniel de préciser. Donc, la question complète, c'était, on voit bien que le principe du co ne fonctionne pas trop. Alors, comment s'en sortira un Daniel Robin qui conduit pour la première fois, donc sauf erreur de sa part, une liste contre les quelques populistes positionnés dans les starting blocks du marchandage des votes? Mais alors, on va partager avec vous des réalités, puisqu'on est là et que nous sommes transparents. Nous sommes en discussion depuis des semaines et des mois avec beaucoup de gens. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui nous dérange à Chemin d'avenir, c'est le marchandage. Actuellement, nous sommes victimes de cette réalité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il y a une confiscation du pouvoir par des professionnels de la politique qui s'organisent entre eux la distribution des postes. Il faut que ça se dise, il faut que ça se sache. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, si la question était de savoir est-ce que Daniel Robin peut être élu, c'est déjà oui, puisqu'il suffit que je réponde à toutes les sollicitations que je reçois pour pouvoir trouver un hébergement sur toutes les listes, qu'il s'agisse de PIA, qu'il s'agisse de ce qu'il reste de Bas-Pays en chance, éventuellement de Marie-Jeanne. Si c'était une question individuelle, ça ne poserait aucune difficulté. L'enjeu, c'est comment faire en sorte que cet ADN qui est le nôtre puisse être représenté dans la collectivité. Parce que nous pensons que cette confiscation du pouvoir est à l'origine des maux, parce qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'idées, il y a juste un combat de coq entre deux personnes qui trustent les positions depuis des années. Et qu'aujourd'hui, chaque fois, j'étais en réunion encore une fois, tout à l'heure à Bellefontaine, ce que nos compatriotes nous disent, c'est qu'ils n'en veulent plus Yobon et Pissa. Donc, il y a une alternative. Et c'est pour ça que nous allons à l'élection. C'est qu'il faut oser y aller, oser proposer. C'est la seule façon que cette voix que nous portons et que nous pensons porter au nom du peuple soit entendue. Ok. Merci, Daniel. Je n'arrive plus à me retrouver.
Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que du coup, tout a disparu. Allô, allô? Mince alors. Oui, t'entends. Enfin, Oui, moi, vous je m'entendez? t'entends, pas pour les autres. Ok, d'accord, parfait. Comment dire? Une autre question, comment lutter contre l'abstention? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une de nos problématiques. Quand on sait qu'on n'a même pas mobilisé plus de 25% de l'électorat. Alors, c'est notre affaire à tous. C'est notre affaire à tous. C'est-à-dire que ce qu'on fait, et on organise ça, on a à peu près aujourd'hui 200 membres à Chemin d'Avenir, et dans tous les territoires de la Martinique, il y a des réunions physiques qui se tiennent. Et qui se tiennent avec des personnes qui, comme peut-être certaines ou certains d'entre vous, étaient déçus ou dégoûtés, détournés de la politique. Et ce qui se passe, moi je suis très content de ça, parce que je me rends compte que finalement, il ne faut pas désespérer de ça. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont entendu notre message, notre discours, et qui se manifestent en disant, tiens, j'aimerais bien que vous veniez parler, je réunis 5-6 personnes à la maison, est-ce que vous pouvez venir? Eh bien, on vient, on parle avec ces personnes-là. Et beaucoup de ces personnes-là s'impliquent, s'engagent, rentrent dans la démarche de chemin d'avenir. Mais nous avons décidé d'aller plus loin. Nous ferons aussi, nous, notre campagne contre l'abstention. C'est-à-dire que les temps de parole des candidats sont souvent orientés autour de leurs idées, de leurs projets. Bon, nous allons mettre du temps de campagne pour aller parler des enjeux de la participation. Voilà, c'est très important. Non seulement c'est un droit, mais dans le contexte actuel qui est d'une âpreté terrible, ça devient un devoir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre ce pays comme nous le vivons, qui est le nôtre, que nous aimons, et voir ce qui s'y passe sans avoir à un moment donné un sursaut qui nous fasse nous réveiller, qui nous fasse nous engager, qui nous fasse vouloir changer les choses. Et ça dépend de nous. Ça dépend de chacun de ceux qui sont autour de cet écran. Ça dépend de ceux qui sont aussi en réunion demain à Rivière-Salée, à Sainte-Luce, après-demain, je ne sais pas, au Lorrain. Chaque fois, tous les jours, nous avons des réunions. Tous les jours, tous les jours. Alors, comme on dit chez nous, atteint, je vous invite, prenez ce flambeau, allumez-le et regardons comment on peut ensemble renverser les impossibles. Très bien. Tout à l'heure, Magali avait précisé encore sa question en disant, mais l'économie se meurt, le peuple se meurt, et comment lutter en fait contre ce fonctionnement populaire qui est trop servi, trop longtemps servi à la table de l'assistanat? Alors ça c'est un enjeu redoutable. Vous savez, je prends souvent cet exemple parce que ça m'a beaucoup construit en tant que personne et en tant que comme politique. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup touché par des propos qui disaient la parole au peuple, l'éveil des consciences, l'émancipation du peuple. Aujourd'hui, je constate que ça, c'est une trahison. C'est une trahison manifeste. Pourquoi? Parce que ceux qui prônaient ça sont devenus eux-mêmes des professionnels de la politique et ils sont dans une réalité de pouvoir partager entre eux un certain nombre. Donc, c'est un enjeu majeur. Et nous avons dit dans nos travaux que réveiller la conscience politique martiniquaise, ça passe par une démarche dans laquelle on va remettre le Martiniquais lui-même au cœur des préoccupations. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur. Je ne parle pas des personnes, vous avez remarqué, je ne cite pas de nom, je ne suis pas dans ça. Et à Chemin d'Avenir, nous avons choisi de faire une campagne sans être ni dans l'invective, mais il faut dire les choses. Aujourd'hui, nous constatons que 2 formations politiques ont confisqué le pouvoir et que restaurer la citoyenneté, c'est tout simplement permettre d'ouvrir une brèche dans cette espèce de construction un peu, je dirais, indigne, qui fait que on cultive l'exclusion là aussi. Pourquoi? Parce que moins il y a d'électeurs qui se mobilisent, plus ce sont ceux-là qui sont réélus. Et je vous promets que ce que nous pouvons faire, c'est vraiment renverser cet ordre établi, ce statu quo,
en innovant, en apportant un souffle nouveau, une envie nouvelle, en disant « Hey, réveillez-vous, quoi, Martiniquaises, Martiniquais, il est temps, et c'est maintenant. Ce n'est pas dans 3 mois. Dans 3 mois, l'élection aura eu lieu. » Ce que nous disons, c'est que c'est maison par maison, c'est rue par rue, quartier par quartier, qu'il faut aller porter cette ambition, cet idéal nouveau qui fait que nous croyons, un chemin d'avenir, que c'est possible. Que c'est possible. Et c'est avec vous qu'on va le faire. Alors, Daniel, du coup, dans le prolongement de la question de tout à l'heure qui était quels moyens utiliser pour lutter contre l'abstention, on a une autre. Pourquoi, selon toi, la population se désintéresse de la politique? On entend souvent les gens dire ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si c'est à moi de répondre parce que c'est peut-être à vous de répondre. Pourquoi est-ce que vous vous désintéressez de la politique? Moi, je peux trouver une réponse, mais je pense que vous en avez une. Et c'est celle-là qui nous intéresse aussi. Parce qu'on a eu nos analyses, on a réfléchi, on a travaillé, on a fait des enquêtes, on a des éléments de réponse. Voilà. Mais maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous détournez de la politique? Je vais répondre, c'est la perte de confiance, en fait. Une autre question, est-ce qu'il va y avoir une réflexion sur le développement de nouveaux secteurs professionnels sur le territoire pour éviter le départ en masse de la jeunesse pour étudier ailleurs? Ça mérite un zoom à part entière. Oui, c'est possible. Alors oui, c'est possible et je vais même vous dire comment. Il se trouve que bon, j'ai beaucoup de domaines professionnels de prédilection, mais je me suis intéressé quand même à quelques-uns d'entre eux. Et je vous promets une chose, c'est que, alors, il y a un mot qu'on entend souvent, qui, de mon point de vue, un peu galvaudé, c'est l'attractivité du territoire. D'abord, je répète toujours, il y a beaucoup de Martiniquaises et de Martiniquais, et surtout des très jeunes, qui ont du talent, qui choisissent de ne pas revenir au pays. Je vous le dis, hein, souvent, c'est un... Alors, partir, c'est peut-être par défaut, par dépit, mais il y a un moment donné, il y en a qui partent et qui estiment que la Martinique, pas seulement sur le plan des opportunités ou de l'attractivité, il y a un contexte socio-psychologique qui n'est pas favorable. Et ça, il faut qu'on le dise et il faut qu'on l'entende. Deuxièmement, oui, moi, ce qui me marque, hein, on entend souvent, entre guillemets, la fuite des cerveaux. Tout le monde a un cerveau. Hein. Mais quand je vois des personnes, comme ceux que je côtoie souvent, qui me disent, dernièrement, il y avait un jeune qui est chauffeur poids lourd et qui dit, mais non, mais je ne vais pas rester en Martinique. Il a un métier, il y a des besoins dans ce métier et il préfère partir. Donc, il faut s'intéresser à ce qui fait qu'il ne reste pas. Et pour les autres, bien évidemment, s'intéresser à ceux qui pourraient les faire revenir. Et j'ai le bonheur d'avoir autour de moi des jeunes, autour de mes filles qui ont une trentaine d'années et rencontrent leurs amis, leurs copains, leurs cousins, tout ça, et on discute de ça. Ben, vous savez quoi? Il y a peu de choses à faire pour qu'ils puissent revenir parce que pour eux, le retour au pays peut même s'accompagner d'une moindre, comment dirais-je, d'une moindre reconnaissance sur le plan de leur talent et sur le plan pécuniaire. Ils sont prêts à, pour revenir au pays, sacrifier un petit peu. Mais par contre, ils ne sacrifieront jamais leurs ambitions. Et la Martinique aujourd'hui, à leurs yeux, n'est plus un territoire d'ambition. C'est ce qui nous fait aujourd'hui dire qu'il y a un élan à donner à ce territoire pour qu'il retrouve de l'ambition, qu'il retrouve de la capacité à être en innovation. Parce que c'est ça qui fait que les jeunes bougent. C'est quand ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Je vous promets qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, mais pas sur le terrain de leur ambition. Et c'est ça qu'il nous faut, retrouver une ambition collective. Parce que là, aujourd'hui, quand vous entendez parler de la Martinique à l'extérieur, vous le savez puisque vous le vivez comme moi-même, c'est souvent négatif. On n'est pas assez ceci, ça ne marche pas, c'est la faute à un tel, à rien pas bon. Non, commençons par faire passer un message positif et accompagnons-le surtout d'actes mesurables. Impactons le territoire, créons de l'activité, donnons des opportunités. C'est pour ça que dans la gouvernance, on a bien mis une gouvernance qui impulse et accompagne. C'est donner un ballon au pays et accompagner ce mouvement.
Merci Daniel. Alors, je regarde, en tant que timekeeper, je regarde un peu l'heure, il est déjà 18h48. Je vous ai dit tout à l'heure que les choses, ça passe hyper vite. On a plein de choses à se dire. Alors, j'ai une autre question. Comment pourrez-vous concrètement réconcilier les citoyens avec la chose politique alors qu'ils pensent que vous êtes tous les mêmes? Une fois élus, les attitudes changent. C'est des choses qu'on retrouve très souvent d'ailleurs. Oui, mais écoutez, pourquoi est-ce que j'ai démissionné d'un parti politique? J'étais membre d'un parti politique. J'ai démissionné à cause de ça. Parce que ce que nous avons fait avec Chemin d'Avenir, ça a été proposé à ce parti. Ils n'en ont pas voulu. Et c'est même pas moi qui l'ai proposé. C'est un ami, un camarade politique qui avait dit, mais il se passe des choses au niveau mondial sur les questions, sur ce qu'on appelle la crise de la représentation. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour justement mettre la citoyenneté dans les appareils? Eh bien, je l'ai fait à l'extérieur avec mes amis. Je l'ai fait à l'extérieur parce que les partis n'en veulent pas. C'est pour ça que je dis, nous prenons un risque. C'est que nous prenons un risque. C'est que nous avons la conscience, effectivement, qu'il ne faut pas faire confiance aux politiciens. Vous voyez, je dis bien aux politiciens. Notre défi, c'est de mettre sur notre liste des citoyennes et des citoyens. Parce que si vous ne faites pas confiance à nous, est-ce que vous ferez confiance à vous-même? Parce que dans notre liste aujourd'hui, je l'ai dit sur un plateau télé, et ce sera notre marque de fabrique, les élus seront en très large minorité. Très large minorité. Parce que nous pensons que nous ne pouvons pas vouloir changer en remettant les mêmes ingrédients et que nous ne ferons pas des citoyens des éléments qui seront la variable d'ajustement de la gouvernance. Non. L'engagement que nous prenons, c'est que nous aurons une majorité de citoyens à l'exécutif. Vous voyez ce que je vous dis? Vous voyez l'engagement que je prends? C'est mettre une majorité à l'exécutif et à l'Assemblée, dans les postes à responsabilité, dans les présidences de commission. C'est comme ça que je ne peux pas prendre plus d'engagement que ça. Vous voyez, j'ai rencontré encore une jeune hier, une jeune talentueuse, une jeune martiniquaise, 35 ans, brillante, comme d'autres sont déjà avec nous. Et on discutait de ça. Et je lui dis, mais tu vois, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? Qu'un profil comme le tien, qu'on puisse vraiment le mettre vraiment à sa juste place. Et sa juste place, c'est dans la responsabilité. Pas en tant que jeune, pas en tant que femme, en tant que responsable, en tant que compatriote engagé, impliqué. C'est ce que nous voulons. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez certainement raison. Ne faites pas confiance à ceux qui étaient déjà là et qui reviennent avec les mêmes recettes qui ont déjà été éculées et dépassées. Faites confiance, c'est la seule fois que je le dis. Cet engagement, il sera tenu. Alors, voyez-nous la CTM. Christelle, ton micro est coupé. Ah, désolée. Alors, je disais, on en prend 2 ou 3 encore. Est-ce que l'élan de la Martinique n'est pas sur la Caraïbe? Alors, il y a quand même quelque chose que je veux poser parce que ça fait partie de notre vision. Voilà, nous avons une vision de la Martinique et nous avons une vision de la Martinique dans le monde. Voilà, dans le monde. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure qu'une de nos aspirations, c'est de faire de la culture un fondement de notre relation au monde. Donc, c'est essentiel. Donc, nous sommes qui sommes-nous en fait? Nous sommes martiniquais, oui. Nous sommes caribéens, oui. Oui, oui, oui. Alors, nous sommes aussi français, européens, mais nous avons des réalités qui nous relient à l'Afrique. Donc, nous sommes citoyens du monde. Et nous ne pouvons plus vivre en étant des tranches de saucisson ou des morceaux de nous-mêmes. Donc, nous pensons que la Caraïbe est un territoire, mais extraordinaire pour développer de la coopération. Mais pas seulement parce que la France nous donnera l'autorisation de le faire, parce que ça suffit. Nous devons le faire en étant en pleine responsabilité dans ce que nous allons porter. Ça fait quelques années que je m'intéresse à ces questions de développement dans la Caraïbe. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous pouvez vous développer s'il n'y a pas de moyens de transport? Ah, c'est ça. Comment ça peut fonctionner? Comment vous voulez commercer, faire de la coopération si
Vous ne pouvez pas aujourd'hui partir de la Martinique et arriver à Trinidad ou à, je sais pas, à Saint-Vincent. Ça, c'est un enjeu. Et comment, donc ça c'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour les marchandises et les biens. Donc on ne peut pas travailler ensemble si on n'est pas interconnecté. Et puis ensuite, vous avez des réalités fiscales et sociales sur lesquelles il faut se pencher. Aujourd'hui, produire en Martinique et exporter, ça rend notre production, comment on dit ça, non compétitive. Donc il faut travailler sur ce qu'on appelle les fameuses negative lists. Ça fait des années qu'on le dit, pour faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'échanger dans la Caraïbe. Donc, et nous avons aussi, parce que c'est culturel, un devoir de partage. Ce sont nos frères, nos sœurs. Nous avons un creuset d'identité qui est partagé. Et autour de ça, il y a de belles choses à construire. Merci Daniel. Alors, il est 18h54, on en prend une petite dernière. Comment pensez-vous lutter contre la corruption en Martinique? Oh là, je n'ai. Alors, vous êtes sûr que c'est à moi que cette question, parce que je suis président, j'aspire à être président de la collectivité territoriale. Je n'ai pas postulé pour être procureur, je n'ai pas postulé pour être juge. Non, voilà, c'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a un enjeu autour de cela. J'en suis intimement convaincu. Je peux vous dire une chose, parce que c'est ce que je pense. Nous n'avons pas les élus les plus corrompus de la Terre. Loin de là, vraiment. J'ai eu l'occasion d'aller dans d'autres territoires. C'est à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Mais enfin, je pense qu'un des éléments qui éloigne aussi les élus de la population, c'est qu'il y a un certain nombre de réalités qui ne sont plus admissibles. Il y a trop de postures qui renvoient à des choses qui ne sont pas claires, quoi. Voilà, donc il y a un besoin de transparence dans la vie publique. C'est essentiel. Savoir effectivement comment fonctionne la CTM. Moi, je dis souvent ça. Hein. Vous savez que nous sommes assujettis à une déclaration de patrimoine, par exemple. Vous voyez, on en parle en France, hein, mais c'est vrai pour les élus locaux hein, aussi. Hein. Savoir voilà, qui est qui a quoi. Bon, c'est pas du voyeurisme, c'est de la transparence. Et avec quoi il est arrivé, et puis qui ça, il a bâti. Est-ce qu'il s'est enrichi du fait de sa position d'élu? C'est ça qu'il faut regarder, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux attachés à ça. Moi, ce que je sais, hein, c'est que beaucoup d'élus se cachent derrière leur petit doigt, sauf qu'on est en Martinique et que tout se sait. Et qu'on sait bien ce qui se passe à certains moments et à certaines occasions. Donc, de la transparence. Deuxièmement, ça, c'est un enjeu qui est majeur, c'est que dire les choses en vérité. Dire les choses en vérité. Parce que là, on se fait peut-être beaucoup d'ennemis quand on dit la vérité, mais on se sent tellement mieux. Dire les choses. Il y a des choses, il y a des comportements qui sont inacceptables et qui sont toujours en cours. Je vais prendre un exemple comme ça, vous allez bien comprendre comment est-ce qu'on peut basculer du mauvais côté. Quand des élus ne soient plus dans le respect de l'intérêt général, mais roulent sans que ce soit affiché pour une catégorie, pour un clan, pour une organisation, on rentre dans quelque chose qui est grave. Et que c'est ça qu'il faut démasquer, c'est ça qu'il faut dénoncer. Ce manque de transparence qui fait qu'on peut proposer des décisions, enfin des délibérations, mais quand on creuse les choses, on se rend compte que mais un tel n'a pas d'intérêt direct, mais il défend les intérêts de X, Y ou Z. Et ça devient inacceptable. Donc, je pense que la vie publique a besoin de transparence, elle a besoin de vérité et elle a besoin de contrôle. Parce que si on veut que les choses fonctionnent, il faut du contrôle. Voilà. Et non, Magali, je vois ton poste là. La politique ne veut pas ça. Ce sont les politiciens qui veulent ça. Ceux dont on doit se débarrasser. Ceux que vous allez renvoyer à leur vie. Parce que je dis aussi ça. C'est qu'on ne peut plus aujourd'hui faire de la politique avec des politiques professionnels. Ceux qui ne vivent que de la politique. Ils sont déconnectés des réalités. Et c'est ça qui est dangereux. Ils sont dans une réalité où ils sont dans une bulle dans laquelle ils sont dans ce qu'on appelle
et c'est de l'endogamie, quoi. Ils sont ensemble, tous ensemble, et ils se ressemblent. Donc, moi, je vous le dis, hein, et on en a déjà parlé au niveau de l'équipe, je n'abandonnerai pas mes activités professionnelles. Quand je serai président de l'exécutif de la CTM, je n'abandonnerai pas mes réalités professionnelles. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Parce qu'on ne peut pas vivre en marge de la société. Il faut que nous soyons inclus, nous aussi, les élus. Bien, merci beaucoup. Ben, écoutez, il est pratiquement 19 heures. C'est toujours aussi intense et passionnant. Mais c'est vrai que l'heure est venue aussi de se quitter. Alors, je ne sais pas, Daniel, avant de conclure, si tu as un mot, tu veux dire, juste avant que je puisse conclure. Non, merci, juste ça, merci, parce que c'est quelque chose qui est toujours intéressant. On le réitère sous d'autres formes à d'autres moments. Donc, restez connectés à tout ce qui se passe autour de nos réseaux sociaux. Et merci à toute l'équipe et d'Ariel particulièrement qui s'occupe de ça. Et puis surtout, osons les choses, parce que je pense qu'il y a la possibilité là de faire les choses différemment. C'est juste ça. Donc, nous avons à cœur, nous, d'aller au bout de cet engagement que nous avons pris pour vous, et nous continuerons à faire les choses avec vous, à vous écouter jusqu'à ce qu'on puisse poser les choses, et notamment tout ce qui est programmatique. Il y a de la place pour les contributions encore. Nous avons des espaces. Annick est là, je crois. Oui, Annick est là-haut. Annick qui est là, qui est avec Paul, que je n'ai pas aperçu ce soir. Donc, une des portes d'entrée du projet. Vous avez le téléphone qui s'affiche là, le 372 972. Vous nous appelez, vous nous connectez à travers les réseaux sociaux, nos WhatsApp, et vous aurez toujours quelqu'un qui va vous répondre. En tout cas, merci. Bien. Ben, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci pour toutes ces questions passionnantes. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Moi, je pense que voilà, la campagne, elle démarre. On se donne déjà rendez-vous donc mercredi prochain, donc le 14 avril, à la même heure, avec toute l'équipe. Et puis, une autre thématique, et puis toutes les questions que vous jugerez utiles. Et dans l'intervalle, comme vient de le dire Daniel, je vous invite à suivre l'actualité de la campagne en vous abonnant aux différentes pages. Je vais laisser Dariel nous mettre dans le chat les différentes adresses. Alors, du coup, je vous dis à très, très vite. Passez une excellente soirée et puis à très, très bientôt. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Coucou.